Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Chose promis, chose due. J'avais indiqué dans un dernier direct que je ferais des vidéos pour présenter quels seraient nos numéros 2, numéro 3, numéro 4 de liste, etc. Numéro 3, c'est fait, c'est le général Roux pour les européennes, vous l'avez déjà vu. J'ai le plaisir de vous présenter celle qui sera numéro 2 de liste, Séverine Rasson. Bonjour. Bonjour Président, bonjour à nos auditeurs. Alors, Séverine Rasson, elle va parler d'elle, hein, je vais l'interroger. C'est quand même une de nos meilleures militantes. Et d'ailleurs, j'ai tenu, pas seulement moi, mais l'ensemble des responsables de l'UPR, on a tenu à récompenser, valoriser les gens qui sont fidèles à notre mouvement, qui se sont battus et qui se battent sur le terrain parce que c'est fondamental. Hein, voilà, ce sont des gens de conviction. Alors, Séverine, d'abord, qui êtes-vous ? Dites-nous tout. Qui êtes-vous ? Alors, j'ai 46 ans. Je viens d'une famille ouvrière. Mon papa était peintre en bâtiment. Ma mère, mère au foyer, 6 enfants. Vous avez eu 5 frères et sœurs. Voilà. Donc, grande famille. Vous n'avez pas dit où vous êtes né ? Alors, à Lille. Voilà, vous êtes du Nord, en fait. Général de Gaulle, la ville du Général de Gaulle, j'en suis fière. C'est vrai qu'il est né à Lille. C'est vrai, c'est vrai. Votre nom, Rasson, c'est votre nom ? Oui, alors Rasson, c'est mon nom marital, c'est mon mari. Donc, c'est plutôt un nom, on va dire, flamand, belge. Rasson, c'est belge. Il y a beaucoup de Rasson en Belgique. Et mon nom de naissance, de Wildeman, oui. C'est plutôt du côté de mon arrière-grand-père, c'est allemand, ça veut dire... homme sauvage. Votre nom de jeune fille, c'est Wildeman. De Wildeman. De Wildeman. Voilà. L'homme sauvage. Ouais. Au fond des bois. Donc ça, c'est plutôt... C'est dans l'air du temps, maintenant. Mais c'est plutôt allemand ou plutôt néerlandais ? Moi, je pense allemand. C'est ce qu'on m'a toujours dit. Maintenant, il est vrai que... Je crois s'il y avait eu 2 N à la fin, ça aurait été flamand, je crois, néerlandais. Ah oui, il n'y a qu'un seul N. Je crois, il n'y a qu'un seul N. Donc vous êtes Séverine, vous êtes née Séverine de Wildeman. Ouais. Épouse Rasson. Rasson. Voilà. Donc, vous êtes mariée depuis longtemps 23 ans. Ah, c'est bien. J'ai la chance, ça passe vite. Hein, donc c'est super, c'est génial. J'ai une énorme chance. Oui. Je suis l'une des rares, d'ailleurs, ça m'avait marqué quand j'allais chercher ma fille à l'école. Ma fille me dit « Ah, maman, vous êtes bizarre quand même. Vous êtes les seuls parents qui vous êtes mariés. Moi, tous mes copains et mes copines, ils sont divorcés. Ah, et oui. Là, moi, j'ai jamais mis le point là-dessus. C'est vrai, je me suis dit « Waouh !» C'est dingue, je suis dans les minorités, quand même. Oui, et j'avais pas mis le point là-dessus, parce que moi, je viens d'une famille qui m'ont prôné des valeurs, justement. Ma mère s'est mariée, elle a connu mon père à 15 ans et demi, elle a eu son premier enfant à 16 ans, c'était son premier amour, ça a été toute leur vie, ça a été toujours... Elle a passé sa vie avec lui. Voilà. C'était son 7e enfant. Ah oui, parce qu'elle a eu 6 enfants. Voilà, 6 enfants. Elle considérait son mari un peu comme ça. Oui, il se considérait, il aimait bien. Mais comme il travaillait beaucoup, elle le chouchoutait, voilà. Et c'était dur, hein. On était d'une famille modeste. C'était quoi alors comme milieu familial ? Alors, nous, on partait pas en vacances, on n'avait pas la voiture, mais à côté de ça, comme je disais, aujourd'hui, avec un beau billet de 500 francs à l'époque, le beau Pascal, ma mère allait, je veux peut-être pas citer des marques, voilà, le grand Aldi, elle faisait vivre une famille, voilà, et elle pouvait élever ses enfants. Au jour d'aujourd'hui, les femmes n'ont plus le choix. Donc ils ont même plus le choix. Donc voilà. Elle était, oui, parce qu'elle était mère au foyer, voilà, en fait. Donc elle a vraiment élevé ses enfants dans les valeurs traditionnelles, conservatrices, la famille et le travail. Parce que vraiment, c'était des ouvriers. Mon père était hyper courageux. Il avait Il faisait quoi, votre père ? Peintre en bâtiment, donc un peu tout, un placo, l'amiante, il a tout connu. Hein. Ah oui, de l'amiante aussi. Et du coup, pendant la recherche des parrainages, d'ailleurs, je m'en souviens encore, il est décédé d'un cancer de la vessie dû aux produits qu'il avait ingérés depuis des années. Et votre père est mort, donc à quel âge ? Donc 63 ans. À 63 ans, c'est jeune. Il a même pas... en fait, quand il a été en retraite, il a été malade de ce cancer, il est mort 3 ans après. Et vous savez que c'est à cause justement de ces maladies professionnelles, parce qu'il était peintre en bâtiment. Et ma mère, a essayé de le faire reconnaître et on ne l'a jamais reconnu. Ça n'a jamais été reconnu. C'est affreux, en fait. Mais c'est tout le monde. Enfin, il y a une majorité, tous les peintres en bâtiment, tous ceux dans le bâtiment le savent. C'est pas reconnu. C'est en pourparler, mais réellement sur le terrain, non, c'est pas reconnu. Voilà. Donc,
Officiellement, il est mort d'un cancer de la vessie. Donc votre mère s'est retrouvée un peu dans la gêne financière ou comment ça s'est passé? Oui, elle a eu la chance d'avoir une grande famille, donc on est là. On s'entraide tous. Ces 6 enfants qui vous sont... Il y a de l'entraide, oui. Voilà, donc heureusement qu'il y a cette entraide. Justement, c'est ce qu'on nous prend, les valeurs de la famille, de l'entraide. Quand il y a un problème, on s'entraide. Donc on ne peut pas dire que vous soyez né avec une cuillère dans la bouche. C'était vraiment plutôt modeste, en fait. Oui, très modeste. Très modeste. Je vais dire, en gros, on a bien, entre guillemets, galéré, mais j'en suis contente, en fait, parce que ça m'a donné des valeurs si aujourd'hui j'ai cette résilience, ces valeurs, en fait, j'adore le travail, je pourrais pas rester à rien faire. Moi, demain, on peut pas me mettre au chômage, on peut pas. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas. Vous êtes une bosseuse, en fait. Voilà, j'adore travailler, j'adore me dire que je dois rendre à la société ce qu'elle me donne. J'adore être utile, en fait, tout simplement. Sinon, je m'éteindrais. Alors là, je témoigne que depuis que je connais Séverine, on va en parler de sa carrière politique tout à l'heure, mais depuis que je la connais, c'est quand même une militante extraordinaire. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles elle est si haut placée dans cette liste, sur cette liste. Et si nous avons 5%, eh bien, elle sera députée européenne. Et je suis certain, on en reparlera tout à l'heure, qu'elle va travailler pour nous tous, avec moi, au Parlement européen. Mais avant de parler de ça, vous m'avez parlé de vos parents, vos grands-parents, alors ils faisaient quoi? Alors, du côté de mon papa, je ne l'ai pas trop connue, mais elle a quand même... c'est une dame qui venait d'Elem, qui a eu 16 enfants. 21 enfants, dont 16 vivants. Ouh là là. Voilà. Elle a passé sa vie à faire des enfants. Enceinte, voilà. Ah oui, c'était des très grandes familles. Ça rappelle un peu comme au Québec pendant le début 19e et début 20e siècle, il y avait des familles de 16 enfants, 21 enfants, 22 enfants, 23 enfants parfois. Et puis bon, ça a disparu. Mes oncles étant, je les connais encore, mais j'ai même du mal. J'en ai donc du coup c'est une immense famille. Oui, voilà. Mais en fait, j'ai du mal même à les noms, les citer, les prénoms. Ah ouais. Tellement, je veux dire, après, dans une famille, il y en a toujours qui vont à droite, à gauche, on se perd de vue, tout ça. Mais oui, j'ai une énorme famille, quoi. Donc ça, c'était du côté de votre père. Voilà, de mon père, que j'ai pas trop connu parce que pour des histoires. Et votre grand-père, vous l'avez connu ou pas? Mon grand-père, oui. Du côté de mon père, non, malheureusement, je l'ai pas connu. Il faisait quoi dans la vie? Il était ancien boxeur, on m'a dit, mais vite, justement, comme ils se sont pas entendus, on va dire 16 enfants, c'est facile de faire 16 enfants, mais il faut les élever, quoi, derrière. Je dis, mon papa, il était à la DAS, donc d'ailleurs, il était avec Jean-Luc Lahaye, donc il a bien connu. Le chanteur Jean-Luc Lahaye. Voilà. Donc, il était livré à lui-même, il n'a pas été éduqué du tout, pas de sens maternel, pas de... Voilà. C'était le fait de, entre guillemets, faire des enfants, et voilà, quoi. Pas s'en occuper. Voilà, pas s'en occuper. C'était l'époque aussi où, autour de la table, même des enfants, ils buvaient de la bière, quoi, je veux dire. Donc c'était vraiment l'ouvrier. Elem, c'est vraiment le bastion ouvrier, donc l'alcool. Enfin voilà. Donc ma mère, je pense que quand il a rencontré ma mère, elle l'a sauvé tout simplement de ses déboires. Et du coup, il a pas mal tourné comme certains. Voilà. Et ça a été vraiment son pilier. Ma mère, comme je dis, c'est un bonhomme, quoi, en fait. C'est elle qui a tenu la maison. Je crois que je tiens beaucoup d'elle, je veux dire. Votre ténacité, votre force de caractère. Elle est digne, elle est forte, elle s'est jamais plainte, enfin vraiment, elle est exceptionnelle, quoi, je veux dire. Élever 6 enfants, de toute façon, je veux dire. Et sachant que vous pouviez aller manger chez elle à n'importe quelle heure, parce que comme on était d'une famille modeste, c'était très mal vu d'avoir beaucoup d'enfants, on était mal connotés dans les villes, tout ça. Donc il fallait que tout soit nickel, impeccable, les cirés, les chaussures, les trucs. On se levait, le lit, tirac, des plein. Enfin voilà, elle nous a appris à être digne, quoi, vraiment. Et elle s'est essoufflée, elle était très intelligente, elle aurait pu épouser une carrière, moi je pense, d'avocat. Elle a préféré ses enfants, elle l'a fait. Donc ça, c'était la branche du côté de votre père, du côté d'elle-même. Alors, de votre mère, justement, de ma mère, c'était plutôt mon grand-père était patron, très très. Il y avait une société de gardiennage. D'ailleurs, il y a eu un cancer parce qu'il faisait que fumer, café. Là, il arrêtait jamais. C'était voilà. Et lui, c'était vraiment bosseur aussi, vraiment le bosseur. Et très doux avec ses 6 enfants. Pourtant, c'était la petite dernière, ma mère, justement. Donc, quand elle a connu mon père, il courait plutôt avec le fusil pour pas qu'elle se dise c'était pas le mieux pour sa fille. Mais malgré tout, 15 ans et demi, ils l'ont acceptée. Elle s'est mariée et elle a eu ma première sœur, mon petit pilier aussi.
à l'âge de 16 ans. Et ma mère adorait les enfants. Elle voulait une grande famille, de toute façon. Je veux dire, donc vous êtes 6 frères et sœurs. Vous êtes numéro combien dans... 2. Vous êtes la deuxième. Ouais. Vous avez une grande sœur? Oui, une grande sœur qui est... Oui. C'est celle qui n'a pas coupé le cordon ombilical, qui est avec ma mère tout le temps, Ah, qui oui. heureusement d'ailleurs est là, qui s'en occupe tout le temps, qui sont tout le temps ensemble et tout. D'accord. Voilà, et moi je suis la brigante. On dit toujours la deuxième de famille, je crois, je sais plus où j'ai entendu ça. Dans les sondages, la deuxième, c'est la plus terrible. Ah oui. Et moi j'étais le canard noir, moi. Je faisais jamais tout comme tout le monde. Moi j'ai essayé de me faire mes propres idées. J'ai essayé, bon bah oui, ma famille... n'était pas très éduquée, donc je veux dire, elle n'a pas été à l'école. D'accord. Et vous, donc, vous étiez à l'école? Moi, ça m'a intéressée, en fait. D'accord. Vous étiez bonne élève? Au début, non, pas du tout. Et après, en 6e, j'ai eu un déclic. C'est le journal d'Anne Frank. Ah, j'ai oui. lu un bouquin, et puis deux jours-là, en fait, j'ai dit... Vous avez lu le journal d'Anne Frank? Ouais, le journal d'Anne Frank. Et ça vous a donné envie de lire? Ouais, de lire. Et là, je me suis dit, mais en fait, l'école, c'est super. Et là, ça y est, c'était parti. Donc vous étiez un peu entré en dissidence par rapport à votre milieu familial, si on peut dire. Parce que et vous étiez devenue un petit peu celle qui travaillait bien, qui lisait, qui était intellectuelle un petit peu. Donc ils étaient entre deux. Mon père était fier de moi, ma famille était fière de moi parce que j'étais la seule qui voulait faire des études. Je voulais être avocate. Et mais à côté de ça, moi j'étais un petit peu pas un but, mais en fait j'essayais de m'extraire de ce milieu, donc forcément ils me comprenaient pas toujours parce que bah ouais je parlais de choses qu'ils comprenaient pas. En fait, je me souviendrai toujours, un jour je descends, j'avais une dissertation, j'ai dit maman, tu peux m'écouter? Ouais, je lis la dissertation. Elle me dit ah ouais, c'est bien, t'as compris? Non. Voilà, donc il y avait un froid, et en fait ils l'ont mal pris parce qu'ils se sont dit je les renie en fait. Voilà. Et vous avez bénéficié quand même de l'école républicaine à cette occasion. Ouais, et sincèrement, ils m'ont sauvé. Ils m'ont sauvé d'une vie peut-être... Enfin, voilà, non, je voulais pas de cette vie, en fait. Recommencer. Déjà, moi, j'ai que 2 mains. Donc, j'ai choisi, comme je dis, Dieu a choisi, je suis une femme, je peux avoir un enfant. C'est une expérience, mais exceptionnelle. Voilà. Mais j'ai que 2 mains. Et moi, la maison, je peux pas. Je pourrais pas rester à la maison à rien faire. Non, il faut que je bouge, que je me rende utile. Et donc, de là, je fais mon cursus, je fais mon bac littéraire. Bon, c'est pas facile, parce que je veux dire, quand on a une famille de 6 enfants, on est sa mère, donc on a du mal à étudier, c'est compliqué. Vous avez été la première de la famille à avoir le bac? Voilà. Et vos parents étaient fiers? Oui, ils étaient fiers, mais après, il y a eu la politique qui nous a séparés. Donc, ça a été un gros sujet de froid. Parce Alors, on va reparler de la politique tout à l'heure, mais là, on va parler maintenant. Qu'est-ce que vous avez fait après le bac? Voilà, donc après le bac, en fait, moi, je me suis dit, les études, il fallait que je rentre sur le terrain. Je suis quelqu'un de terrain, donc forcément, ça m'a amené à me dire, bon, allez, maintenant, il faut gagner de l'argent, il faut rentrer dans la vie, voilà. Et puis prendre peut-être votre indépendance aussi. Surtout mon indépendance. Voilà. Et donc, j'ai travaillé au McDonald's, je peux le dire, c'est une chaîne, voilà, que tous les jeunes... tout le monde connaît, oui. Voilà, Pizza Pie, comme je citais un autre. Voilà, quand même. Et donc, après, j'ai fait de la vente textile. J'ai quand même travaillé chez des grands chemisiers, costumiers, tout ça, où j'ai fait quand même de la vente qui était plus intéressant au printemps, avec le luxe, en fait. Donc, c'était intéressant, quand même. J'ai appris à repasser. Et donc, de là, j'ai commencé à connaître mon mari. Il était dans l'informatique, jeux vidéo informatique. Et c'est là qu'on s'est connus pendant 3 ans, qu'on a commencé à travailler ensemble et tout, que ça a un peu fait. Et donc, il m'a dit, viens avec moi, j'ouvre un magasin informatique et viens avec moi. Donc voilà, et là, je savais même pas taper sur un clavier, j'ai tout appris sur le tas. Alors, les cartes mères, les trucs, j'ai pris des processeurs, pour ceux qui vont connaître Intel, AMD, je les prenais au marteau pour les insérer en tuant l'épine et tout. Mais bon, j'étais autodidacte, j'ai appris. Aujourd'hui, je sais monter un PC, je sais le faire. Et en plus, un boulot d'homme, j'ai toujours eu des boulots d'homme quand même assez, où les clients, même eux, ne vous font pas confiance. Donc, ça veut dire, ils viennent vous porter votre PC, mais ils vont jusque dans l'arrière-salle à côté pour dire qu'est-ce qu'elle fait. Comme ça. Donc, voilà, je me suis fait un peu, on va dire, entre guillemets, j'ai gagné le respect des gens. J'ai appris. Donc, après, de là, c'était pas facile tous les jours. On a changé de branche. Donc, j'ai été enceinte surtout. J'ai eu ma fille. Donc, là, on était dans le bâtiment. Donc là, c'était personnel. Donc, j'ai acheté des maisons, je les rénovais, tout ça. Donc, ah d'accord, voilà, c'était vraiment du marchand de biens. Ah, voilà.
Et de là, j'ai eu ma fille et j'avais notre collègue, on lui avait laissé le magasin informatique, il l'a lâché. Et mon mari, il m'a dit, bon, on fait quoi? On reprend, 0 dans les comptes, les trucs et tout. Et j'ai dit, non, on peut pas. Et lui, comme on peut toujours, impossible n'est pas français, c'est sa phrase, c'est la mienne aussi. Et il m'a dit, si, c'est mon bébé, je vais pas le laisser, on reprend et tout. Et puis on est arrivé à 600 000 € de affaires et tout. J'allaitais ma fille, je fermais la porte avec son cassé main. Enfin, ça a été tout un truc, tout en continuant le bâtiment de l'autre côté. Donc ça a été une vie, ouf. Ah oui, donc vous faisiez vraiment, beaucoup de choses à la ça, fois. voilà. Et là, vous gagnez de l'argent à ce moment-là, alors? Non, au début, non, pas du tout, parce qu'en fait, nous, on a toujours mis un point d'honneur à salarier des gens et à les payer avant nous. Donc, en fait, on n'a quasi pas gagné d'argent. Et quand on a commencé à gagner de l'argent, j'étais autodidacte, c'est moi qui remplissais mes feuilles de TVA. Pas de bol. Pas de bol, je crois que j'ai fait une erreur. Mais ça a été bien parce que je suis tombée sur un grand monsieur qui allait être à la retraite et qui m'a tout appris. Donc 3 mois comme ça, bon, bah forcément, le cours de la bourse a fait que les avoirs, les trucs, ça se fige et tout, on n'a pas pu. On n'a pas pu reprendre derrière ça, même si on n'a rien eu, hein. Tout a été bon. Mais j'ai appris tellement de choses que je me dis, oh, de toute façon, j'en avais marre quand même, on n'avait plus de vie et tout. Bah, c'était pas... J'ai dit, la vie, elle est comme ça, elle est ainsi faite. Et de là, on avait un bâtiment en Belgique, on voulait ouvrir une succursale donc de Blue Fox, notre magasin, sur la Belgique. Tout était prêt, mais du coup, avec ça, on n'a pas pu. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je sais pas, moi, j'ai eu une zine, j'aimais bien faire des bancs solaires. Vu qu'on est en Belgique. Et je lui dis à mon mari, j'aimerais bien un banc solaire plutôt qu'à les ouvrir. Il m'a dit, bah d'accord, si tu veux, mais on ouvre un solarium. Et ça y est, Berlin, on va chercher les bancs solaires, c'est reparti pour l'aventure. On ouvre un solarium pendant 2 ans. Ah, donc une espèce un peu de l'esthétique. Voilà, de l'esthétique en glorie et tout. Voilà, donc je suis passée de ça là. Entre deux, Il y a quand même l'esprit entrepreneurial, alors. À chaque fois d'essayer un autre truc et ça... Et sachant comme je suis, moi je suis plutôt... J'aime bien les cases, j'aime bien la sûreté, j'aime bien de savoir de quoi il fait le lendemain. Je peux vous dire que c'est compliqué. Moi, j'ai le mari qui est tout opposé. Donc, ça a été... Mais j'ai suivi, c'est bien, ça apprend des choses et tout. Et entre-temps, l'onglerie, je n'aimais pas. 2 ans, je m'ennuyais. Donc, comme je m'ennuyais, attendre le client pendant 2 heures, enfin, c'était pas mon truc. Donc, j'ai été finir les travaux. J'ai laissé le magasin à mon mari. Et là, il a dit, ouais, on ferme. Et on a fait des bâtiments, on a vendu. Et de là, on est passé dans la négoce auto. Le mécanique, ça, j'aimais bien aussi, c'était mon truc. Après, les règles se sont durcies, c'était compliqué, on gagnait pas d'argent. Donc, on a dit, bon, stop, on arrête. Et comme tout le monde disait, c'est super les travaux de bâtiment, parce que c'est moi qui les faisais, hein, quand même. Je faisais le gros œuvre, tout. Vraiment, je m'étais... c'est super ce que vous faites, pourquoi vous venez pas faire les travaux chez moi? Mon mari, il a super idée de dire, on ouvre une boîte de bâtiment. Et là, je lui dis non, pas ça, pas ça. Et là, il a fait ça, mais ça a été la pire descente aux enfers. On a eu des salariés, les charges du bâtiment, on n'a jamais pris de salaire. On devait finir les chantiers moi-même parce qu'ils allaient sur d'autres trucs. C'était une catastrophe. Donc vous avez vraiment vécu la vie d'un tout petit entrepreneur, d'un artisan, d'un commerçant. C'est ça votre vie, en fait. Donc vous connaissez le monde du petit commerce. Oui, malheureusement, j'en suis revenue. Ah oui? C'est bien pour ça que je suis repartie du côté être salarié. Hein, c'était beaucoup plus simple. D'accord. Je veux dire, on a quand même notre salaire qui tombe tous les mois, quoi qu'il arrive. Je veux dire, normalement, bon, moi j'ai un peu plus de conscience professionnelle, mais quand on rentre chez nous, je veux dire, voilà, c'est fini, quoi. Être patron, c'est pas si simple. Je veux dire, on n'arrête jamais. On a les charges qui tombent, on a la comptabilité, on travaille des 20 heures par jour. Enfin, voilà, quoi. Alors ça, c'est intéressant parce que, en règle générale, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont des petits commerçants, des artisans, parfois des auto-entrepreneurs, qui se disent toujours que dans les partis politiques, il n'y a que des énarques et qu'on ne connaît pas leur vie. Alors là, on j'ai plusieurs vies, je crois. Donc vous connaissez particulièrement bien le problème. Tout à fait. Et c'est là, en tant qu'autodidacte, où j'ai commencé justement la comptabilité, la gestion, parce que on apprend sur le terrain, en fait. Surtout, donc vous avez des idées sur, par exemple, les charges qui sont monstrueuses? Vous voulez vraiment que je les dise? Oui. Sans être grossière, j'ai l'impression des fois qu'on se lève et qu'on est la prostituée de l'État. Vraiment. Donc, je sais pas si ça peut... pour l'État. Voilà. Et c'est triste parce que ça empêche les gens de bonne volonté, les gens qui ont plein d'idées, qui veulent... On en a plein en France. Des gens comme moi qui ont des idées, qui veulent le mettre en place. Voilà, on en a plein, mais ils sont coupés.
ils n'y arrivent pas et souvent ils ferment à cause de ça. Les petites entreprises, je dis bien, hein, les PME. Oui, les TPM, voilà, les TPM. Voilà. Ils sont croulés sous les charges. On se lève le matin, on sait qu'on va donner 60% de notre travail à l'État. Comment voulez-vous qu'on soit... Et malgré tout, je suis fière quand même de les donner. Mais quand je suis fière de le donner, si c'est bien distribué. Mais quand je vois... Là, j'en suis malade. Malade, me dire... des fois... Vaudrait peut-être mieux payer même plus d'impôts, laisser tout le monde entreprendre, je sais pas quoi. C'est mal distribué, on n'a même plus de service public, voilà, c'est privatisé, etc. On n'en a plus pour notre argent. Alors que c'est pas vrai, c'est pas ça, il faut un juste milieu. Donc, mais je me dis aussi, il y a des années où on était encore plus, on payait peut-être 60% de charges, mais on s'en sortait mieux. Alors qu'aujourd'hui, peut-être c'est vrai, on paye 45, 50, mais on s'en sort moins bien. Il faut être fou pour entreprendre en France. C'est dommage, mais c'est comme ça. Alors que c'est super d'entreprendre. Et à côté de ça, je me suis dit, bon, mon mari est gentil aussi, hein, je veux dire, on se laissait avoir aussi par nos salariés, on était super... vive le social, enfin, voilà, tout ce que vous voulez. Et ils en ont profité, hein, parce qu'après, on dit, il faut bien payer ses salariés, c'est vrai. Mais... Des fois, on les paye bien, et puis c'est peut-être des mauvais salariés, point barre. Je veux dire, il y a aussi des gens qui ne travaillent pas. Donc de là, notre société, ça va pas, on ferme. Moi, je dis, je vais donner une leçon de vie à mon mari, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble, je suis à ses côtés, mais il m'écoute jamais. Et j'ai toujours raison, définitif. Et même quand j'ai tort, j'ai raison d'avoir tort. Parce qu'en définitive, il faut se retrouver toujours au même point. Et donc, je dis, je vais aller travailler pour lui donner ce petit truc, et puis je vais revenir dans 3 mois, c'est pas grave, on fera autre chose. Et pour finir, j'ai trouvé cette société et j'ai trouvé des patrons aussi. Une société de restauration. De restauration rapide qui s'est implantée, on va dire... ils étaient aussi dingues, sauf que c'était des frères. C'est pas une grande chaîne de restauration américaine. Non, justement, pas du tout. Non, c'est local. Hein. Voilà, et c'est des gens aussi fous que mon mari, mais qui traitent bien leurs employés, qui réinvestissent dans leurs magasins, qui n'ont pas des financiers où ils payent... des actionnaires ou quoi que ce soit, où ils travaillent avec nous, ils suent des gouttes pour quand ça va pas. Ils vont dans toutes leurs... Ils connaissent le nom de leurs employés, ils les respectent, ils connaissent les bobos des uns, c'est pas des numéros. Donc, et ils ont été assez... c'était chapeau ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont rentrés quand même dans un grand groupe. Je peux pas les citer, mais c'était pas gagné du tout. Ils ont mis longtemps et quand ils sont rentrés dans ce grand groupe, ça a décollé pour eux. Ils en ont ouvert plein et franchement j'ai dit waouh. Vous faisiez quoi alors là dedans? Alors. Donc au tout début, j'ai tenu à commencer comme tout le monde parce que vu le CV que j'avais, ils voulaient me prendre en tant que responsable. Mais moi j'ai dit non, je peux pas demander à quelqu'un ce que je sais pas faire. Donc j'ai dit non, je commence, voilà. Et comme ça je vois un peu tout comment ça se passe. D'accord, donc vous avez commencé à la base. À la base. D'accord. Simple serveuse, voilà, les poubelles, les trucs, tout. Donc 3 mois après, ils m'ont nommé responsable du magasin où j'étais. Donc là, ça y est, hein, j'ai fait le branle-bas de combat, j'ai tout changé, j'ai tout remis, c'est pas gentil, mais un responsable, c'est pas fait pour être aimé, mais quelque part, ils regrettaient quand j'étais pas là. Donc ça va. J'étais une main de fer dans un gant de velours. Ah. Voilà. C'était le mot qui me prête bien. Mais moi, le travail, c'est le travail. Donc on peut tout. Je les adore. Je disais, c'est mes filles, c'est mes trucs, c'est tout ce qu'on veut. Je savais quand ça allait ou ça allait pas. Mais le travail, c'était le travail. Il n'y avait pas à négocier, ils le savaient avec moi. Donc c'était très organisé. Donc il y avait des bons résultats pour votre magasin. Des super résultats. Et comme vous aviez des bons résultats, ils vous ont ensuite donné de plus en plus de responsabilités. Après, ils ont ouvert le plus grand restaurant. Donc là, ça a été un honneur de l'ouvrir parce que du coup, ils m'ont appelé pour faire cette ouverture. Elle a été réussie. Donc forcément, j'ai suivi sur une autre ouverture et cette ouverture, ils m'ont nommée directrice de tous les restaurants et je passais, justement quand il y a un restaurant qui allait pas, je passais pour le remonter, pour ci, pour là, pour mettre les équipes en place et tout. Donc ils m'ont fait confiance et j'ai quand même des patrons qui ont vu le potentiel que j'avais. Voilà, c'est vrai qu'ils ont vu le potentiel qu'ils pouvaient. Donc, quand à partir du moment où on vous a fait confiance, vous avez exprimé le potentiel que vous aviez. Exactement. Voilà. Et donc, de là, j'ai fait 10 ans de restauration dans une chaîne de restauration rapide en tant que directrice, donc ouverture. J'ai un peu canalisé des équipes. J'ai travaillé avec des jeunes, beaucoup de jeunes. Donc, je sais aussi... Donc, vous faisiez quoi? Vous faisiez la gestion de ces différents magasins de restauration rapide. Management. Voilà, vous compariez, vous alliez sur le terrain pour voir les équipes, leur donner des instructions, vérifier les ratios de je sais pas quoi, c'est ça? Être sur le terrain, parce que j'ai jamais abandonné mes équipes. Je veux dire, j'avais beau être directrice,
Je veux dire, tout le monde est dans le même bateau. Quand il y a un dur service ou qu'on a des absents, on est là avec eux, quoi. On est dans le même bateau. Donc moi, j'étais quand même plus de terrain. Donc j'ai eu du mal sur ma reconversion là actuelle parce que je suis passée de l'autre côté, donc côté bureau. Donc là, c'était un peu plus compliqué. C'est à votre demande ou comment ça s'est passé? Oui, c'est à ma demande parce que 10 ans, je vieillis quand même. Les choses ont changé. J'étais plus à ma place. D'accord. On a vu les monnayeurs, on a vu les gens viennent et c'est des bornes, hein, tout simplement. Il n'y a plus de contact. Et moi, mon dada, c'est le contact. Ah oui, les monnayeurs, excusez-moi. Voilà. Ce qu'on appelle les monnayeurs, en fait, ce sont ces automates qui rendent la monnaie directement, qu'on commence à voir un peu partout maintenant. Mais on n'a plus rien à faire, on touche même plus les billets. Voilà. Ouais. Mais et puis dans les restaurations rapides, on passe commande... Voilà, sur une machine qui donne un ticket, on n'a plus qu'à attendre, on met une... Il n'y a plus de contact, en fait, plus. Et moi, en plus, je suis une pipelette, c'est mon dada, j'adore mes clients, j'adore aller leur dire, ça va, ça s'est bien passé, vous allez bien, enfin, voilà, je voulais faire quelque chose. Vous aimez le contact humain? J'adore le contact humain. J'adore les gens, en fait. Et on apprend beaucoup au contact des gens et on voit la réalité du terrain, justement. Et de voir tous les jours comment les gens se comportent, dans quoi ils vivent, s'ils sont... je vois beaucoup dans la panade, hein. Je veux dire, nous, on est sur une ville comme Roubaix, il y a la fin du textile, les entreprises qui ont été délocalisées, ça a fait un carnage. Je veux dire, on voit que c'est des villes pauvres et on voit que les gens, leur seul petit bonheur avec une famille nombreuse, c'est de venir peut-être dans une restauration rapide pour le faire. Peut-être avant, ils arrivaient à le faire une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Maintenant, c'est une fois par mois. Donc moi, je suis là pour les soigner, pour me dire, c'est leur moment de sortir avec leurs enfants. Donc il fallait que ce soit important de les... Voilà, c'était de la restauration rapide, mais moi j'apportais ma touche, du local, de mettre des fêtes, de faire qu'ils restent pas juste 2 minutes les jeunes et puis s'en aller. Non, c'était vraiment, j'amenais cette touche de venir en famille, d'apprécier. Donc moi j'avais plus ma place. Et je voyais les jeunes, j'adore les jeunes, ils m'ont appris beaucoup, ils m'ont gardé jeune. Et donc je leur ai appris aussi beaucoup, on a échangé. Et là je me suis dit... En fait, ma façon de faire va les déstabiliser. J'ai plus rien à rapporter. Moi, j'ai plus rien, en fait. C'est triste. Mais donc, je vais leur laisser. On va dire qu'il faut laisser la place aux jeunes. Il faut laisser la place à... Malheureusement, on est obligé d'arriver sur cette ère de numérisation, les machines, les trucs comme ça. Et malheureusement, voilà, je me suis dit, n'ayant plus ma place, moi, je suis honnête. J'ai dit à mon patron, on se pose, ma santé oblige, parce que quand on fait de la restauration, on mange mal, on mange à 2h du matin, on mange, voilà. Et pour des problèmes de diabète, voilà, il y avait un tout, en fait. Et donc j'ai dit, voilà, j'ai réfléchi, parce que je les adore, c'était un truc, déchirement. Et j'ai dit, je démissionne. Et là, quand... Ils sont tombés des nues, quoi. Ils ont dit non, c'est pas possible et tout et tout. J'ai dit si, c'est bien réfléchi et tout. Ils m'ont dit tu reviens quand tu peux. Enfin bref, j'ai des patrons exceptionnels et pour finir, parce que je leur ai dit oui, j'avais ma fille qui me dit mais maman, reprends ton CV, vois où tu peux partir. Je vois 20 ans de trucs, reprendre tout son CV, je vois ce qui sort, comptabilité, gestion de comptabilité. Donc je me dis allez, je reviens à l'école, je vais faire une formation de gestion comptabilité, pourquoi pas? J'aime bien les chiffres, je le fais pour moi, donc pourquoi pas? Et donc je me lance, j'ai l'école, j'ai le truc et tout, et puis quand je vais pour signer, mon patron il veut être là, je suis au siège, et puis il me dit alors qu'est-ce que tu vas faire? Je dis gestion comptabilité, t'as déjà tes trucs et tout, et puis il me dit au fait, il me dit pourquoi tu viens pas avec nous, on a besoin au bureau, viens. Et puis c'est comme ça que je suis restée encore avec eux. Donc vous êtes resté dans la même entreprise de fast-food, de restauration rapide. Avant, vous faisiez de la gestion des magasins, si je veux dire, des restaurants. Et maintenant, vous avez été happé au siège, si je peux dire. Et moi, je gère les managers dans leurs commandes, dans l'hygiène, dans les normes, Voilà. Moi, je suis de l'autre côté, mais j'ai la facilité même pour eux. C'est un atout parce que moi, je connais la réalité du terrain. Donc, quand la bureaucratie abuse, moi, je sais dire ah ouais, mais vous n'êtes pas sur le terrain. Faut penser à ça, ça, ça et ça. Et à l'inverse, je dis arrêtez d'abuser. Moi, je sais que c'est possible ça. Donc voilà, quoi. Je veux dire, c'est comme ça que. Bon, alors, tout ça, c'est votre activité familiale, professionnelle, mais alors la politique, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec la politique? D'abord, vous êtes dans votre milieu familial, c'était quoi la politique? Alors, c'était sincèrement le bastion ouvrier, donc forcément, c'était RN. RN? RN, forcément. Enfin, FN. En fait. FN, ouais. Ouais, c'était FN à l'époque. C'était pas communiste? Non, c'était Le Pen Père à l'époque.
Donc, ouais, non, c'était FN. D'accord, dans vos amis, enfin les amis de vos parents, tout ça, c'était le milieu familial. Ouvrier, c'était que RN. Voilà, de toute façon, il faisait une propagande énorme sur la misère des gens, donc il ratissait large là-dessus, ils avaient de quoi. Et vous, alors, vous étiez où? Pas du tout. Ah mais bon? moi, pas du tout. En fait, comme moi, l'école m'a... Bon, il y a eu aussi le lobby gauche de l'école, hein, je l'ai bien ressenti. C'est vrai que je me suis fait enfariner à voir là-dessus. C'est vrai que, donc, forcément, ça a fighté à la maison. Moi, j'étais plus dans ce côté-là, plus là. Et puis, chacun se trompait, en fait. On se trompait tous les deux. Donc, en fait, je sais même pas pourquoi on se disputait, parce qu'on se trompait tous les deux. Et moi, j'en ai eu marre. J'ai dit, c'est une honte de profiter de pauvres gens. Je les voyais comme ça. Et pour moi, du coup, la politique, comme beaucoup, tous des pourris, je veux pas en entendre parler. Je fais ma vie, point barre. Donc, vous avez été dégoûté par la politique? Dégoûté par la politique. Vous n'appréciez pas le Front National? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vous faisiez confiance à personne? Voilà. C'est le cas de le dire. J'ai du mal à faire confiance et à donner ma confiance. Et je me méfie. Hein. Alors lui, c'était encore pire. Alors lui, il était apolitique. Vraiment, lui, tu sais que tu vas rien changer, que tu peux rien changer. Donc en fait, tu penses qu'on te donne. Et dans ce petit truc, tu fais ton bout de chemin. Et tu privilégies ta famille de t'en sortir. Voilà, ça c'était lui. Et donc, faut pas me parler de politique, tous des pourris, entendez-les tout. Oh là là là. Et voilà. Et lui, c'était vraiment ça. Donc, comme je m'ennuyais beaucoup au travail, je m'ennuie facilement. Et à un moment, j'adore l'histoire de France. J'adore mon pays, j'adore De Gaulle, j'adore les rois et tout. Et j'ai dit, tiens, je vais me refaire tous les rois, toute l'histoire de France. Et j'étais sur Facebook un jour et on m'a dit, ah, toi qui aimes bien l'histoire de France, va voir, il y a un gars, il a fait une conférence sur l'histoire de France. Je suis allée voir la conférence. Je me suis dit, waouh, waouh. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enchaîné avec qui gouverne la France et l'Europe, c'est la paix. Donc c'était l'UPR, en fait. Voilà, c'était Monsieur Asselineau, que je ne connaissais pas. Voilà. Que vous avez découvert par Internet, par hasard. Qu'on nous a caché, tout simplement, ouais. Et d'un seul coup, il est arrivé, comment ça se fait qu'on ne connaît pas hein. Et donc, je me souviendrai toujours l'anecdote, j'étais dans ma chambre, mon mari travaillait beaucoup, donc il était en train de faire son truc dans son salon. Moi, il travaille de nuit beaucoup plus. Et je regarde ces trucs et tout. Encore l'histoire de France, magnifique, hein, c'est bien et tout. Mais qui gouverne la France? Je savais dans ma tête qu'il n'y avait plus de droite, qu'il n'y avait plus de gauche, que plus rien ne voulait dire quelque chose en politique, mais que la France sombrait, mais je savais pas dire pourquoi, comment. Mon cerveau, il faisait pas la connexion. Et comme j'étais occupée toujours à courir, survivre, si et là, c'est compliqué, hein, je peux le dire. Et là, j'ai enfin, j'ai compris. J'ai compris comment on n'a pas pu voir ça, laisser passer ça. Et même moi, je me suis traitée dans le sens où j'ai participé à ça en ne votant pas, justement, en laissant toutes les choses faire, la politique s'occuper de nous, et on arrivait là, quoi. Et donc là, j'ai couru dans le salon, j'ai dit, mon bébé, c'est qui mon bébé? C'est mon mari. Et j'ai dit, tu te rends compte? J'ai dit, tu sais ce que c'est que l'Union européenne? J'ai dit, il faut sortir de là et tout. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, elle a pété un câble. Il dit, non mais tu te rends compte, déjà, comment on s'est fait enfumer, comment ça a été compliqué, voilà, pour rentrer, pour nous mettre l'euro. Il est reparti en arrière, mais n'importe quoi. J'ai dit, tu comprends rien. Puis c'est bon, je revenais dans ma chambre, il faisait des trucs et tout. Fâché. Voilà, j'étais pas contente parce que je lui fais confiance. Je sais qu'il réfléchit vite aussi, et donc je lui fais confiance. C'est peut-être là une des seules personnes aussi. Et je revais, donc moi je m'endors avec Monsieur Asselineau, ça commençait déjà. Et lui, il vient se coucher, normalement, il met série Netflix, voilà, le temps de s'endormir, je sais pas quoi. Et là, je sais pas pourquoi, comme ça tournait, il a écouté, et du coup, comme il a écouté, il a fait comme moi. Et le lendemain, il me dit, ton gars, il dit pas des conneries, hein. Et je le regarde et je dis, jamais encarté dans un parti, je sais même pas ce que c'est. Je l'ai vécu par rapport à mes parents, mais je sais pas ce que c'est, moi. Et je lui dis, alors on adhère, c'est bon? On adhère en... Il dit, ouais, vas-y. Comme ça? Comme ça. Sans m'avoir jamais vu? Jamais, justement. Je fais ça, j'adhère et tout, je sais même pas comment ça marche un parti politique, puis je me pose la question, je me dis, j'ai du mal à faire confiance, hein. Je dis, ouais, d'accord, j'adore ces analyses, il dit pas des conneries, j'ai tout compris, il a popularisé les analyses, c'est bien, mais si on me pose la question, ce monsieur, pourquoi il va pas me faire du Tsipras ou du Mélanie, pourquoi il va tenir ses engagements, en fait, tous les politiques nous trahissent, pourquoi lui, il va le faire? Et je dis, il faut que je le rencontre, parce que moi, je veux l'intuition de la personne que j'ai en face.
Et j'ai fait des pieds des mains. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai appelé tous les numéros possibles. Je savais pas qu'il y avait des trucs à passer, des délégués. Je savais rien. Et je suis tombée sur quelqu'un de votre agenda et vous étiez dans les européennes de 2019. Vous courriez de partout. Elle m'a dit non, pas possible. Non, il y a trop de choses de prévues. Vraiment, vous aviez rien. Mais moi, j'ai déjà pris la salle. J'avais déjà tout pris. Vous aviez une date. Vous avez tout. Je m'en fous. Il fallait que vous veniez. Moi, j'ai dit, je suis désolée. À Roubaix, il y a quand même des gens qui connaissaient bien l'UPR. Et j'ai moi sur ma ville, il y a personne qui la connaît. Non, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai reçu. Mon mari dit, ouais, il viendra jamais. Et j'ai reçu un SMS disant, oui, bonjour, monsieur Asselineau, vous pouvez, c'est bon, je viens. Et là, je suis partie, je dis, alors, il va pas venir? Donc, tout de suite. Et quand, en fait, vous êtes venu, vous étiez, je m'en souviendrai toujours, et il fallait que je voie le bonhomme, en fait. Et vous êtes venu, vous étiez épuisé, vous avez quand même pris vous étiez en sueur, vous avez pris la patience. Il y avait plus de 300 personnes, vous leur avez serré la main à tous. Oui, je fais toujours ça. Non, mais déjà, ça... C'est normal. Moi, je trouve ça normal. Parce vous trouvez ça normal? Mais oui, mais parce que, vous savez, vous avez dit tout à l'heure que vous aimez les gens. Oui. Et c'est un souvenir que j'ai. Moi, j'ai travaillé pendant quelques années, vous le savez, auprès de Charles Pasqua, avec qui j'ai eu des différends pour d'autres raisons. Mais sur le fond, c'était quelqu'un qui était très très humain, en fait. Hein, de tous les ministres que j'ai connus, donc j'ai été proche à un moment ou à un autre des gens très très connus de la politique française des années 80-90. C'était sans doute quelqu'un qui était le plus humain, qui était d'ailleurs d'origine très modeste, mais qui il s'intéressait vraiment aux gens qui venaient le voir. Et un jour, il m'avait dit, François, vous savez, pour faire de la politique, il faut aimer les gens. Si vous n'aimez pas les gens, ça ne sert à rien. Ah ouais, c'est pas possible. Et il avait même été jusqu'à dire, écoutez, moi, Sarkozy, je le connais, il n'aime pas les gens. Et donc, ça m'est resté beaucoup parce qu'il m'avait montré un exemple aussi. Parfois, c'est simplement aussi de la timidité aussi qu'il faut surmonter, par exemple, pour aller... Par exemple, aller serrer les mains de tout le monde, ça veut dire faut... rentrer en intimité quand même, en contact, en connexion. Il y a des gens, moi j'ai été élevé dans un milieu qui était plus bourgeois que le vôtre, donc a priori on est plus réservé, on est plus timide si vous voulez. Donc il faut parfois se forcer, mais maintenant je me force plus du tout parce que c'est naturel. C'est naturel, et puis surtout c'est vraiment intéressant parce que c'est comme ça qu'on connaît la France, le peuple français dans toute sa diversité, en fait. En fait, sur ce que j'allais dire, parce qu'en fait, ce qui m'a scotché, c'était ça, déjà. Mais bon, ça, c'était rien comparé, parce que vos détracteurs, là, ça me fait rire un peu, les gens qui peuvent. La critique est facile, l'art est difficile. Moi, je suis désolée, j'ai jamais déjà vu, ne serait-ce qu'un politique, qu'on puisse aborder, parler, juste parler, vraiment parler sincèrement, honnêtement. Moi, j'ai un grand respect pour vous, mais vous êtes abordable. Vous êtes humain, vous êtes normal, en fait. Et ça m'a déjà redonné confiance. Et après, il n'y a pas que ça. Je veux dire, il y a des anecdotes dans le sens où vous n'êtes pas une princesse, en fait. Je veux dire, quand on organise quelque chose pour vous, à part peut-être votre bouteille d'eau gazeuse, je veux dire, que vous mangez du filet américain ou du kebab ou une bière de trucs, ou voilà, c'est... Ah oui, moi je suis vraiment, vous aimez la vie, ça se voit. Vous êtes simple, vous êtes humble. Voilà. Et vous aimez les gens. Mais c'est du jamais vu dans la politique. Est-ce que vous avez déjà vu dans d'autres partis? Excusez-moi. Moi, j'ai eu un contact avec Mélenchon, je m'en souviens encore. Ah, vous étiez contact avec Mélenchon à Cargill, quand ce monsieur est monté sur une table, un monsieur qui, pour moi, n'avait jamais travaillé de sa vie, moi, en tant que bosseuse, il était en train d'expliquer la misère des gens, comment ils souffraient, les pauvres, de perdre leur truc, mais ça faisait le deuxième plan de licenciement. Il était venu faire sa pub. Nous avait interdit en tant qu'UPR de montrer les drapeaux. On a réussi à s'infiltrer parce qu'on connaissait quelqu'un, mais il fallait rien dire. Et on m'a dit, dis rien, j'ai rien dit, j'ai respecté. Et ce monsieur est arrivé vers moi. Il m'a dit, vous êtes? Bah oui, je suis du bureau national UPR. Et là, non, c'est bon. Il m'a dit, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites pour ces gens? Dites-leur la vérité, monsieur Mélenchon. Pourquoi? Il m'a dit, c'est bon, je fais ce que je peux, et vous faites quoi? Bah, moi, je vous dis la vérité. C'est grâce à l'Union européenne avec les délocalisations, mais mentez pas. Dites-leur, c'est pas bien ce que vous faites. Il y a des gens qui, c'est toute leur vie, ils ont bossé dans cette usine, ils ont fait leur crédit, leur maison. C'est pas bien. On vient pas faire sa pub comme ça, se barrer, on l'entend là? Cargill, il est où? Voilà.
Et ça, c'est pas bien. C'est quelqu'un qui n'a pas travaillé dans sa vie. Donnez pas. Alors que vous, par contre, c'est à l'inverse. Et il y a un truc qui m'a troublée, c'est que vous avez un parcours de malade quelque part. Je veux dire, vous avez fait, bah oui, non mais vous avez quand même côtoyé, mais oui, vous avez côtoyé comme des gens que voilà, vous avez voyagé, vous êtes ENA, vous êtes haut fonctionnaire, vous avez une géopolitique des dossiers, mais une bibliothèque, ouais, ça aussi. Bibliothèque ambulante, n'importe quel sujet, on peut et je vous ai suivi, je veux dire, n'importe quelle personne qui va vous donner un sujet, ben voilà, ça y est, c'est lancé, c'est dingue, voilà. Mais, attention, je dirais que vous êtes trop humble. Parce qu'il y en a qui se la pètent beaucoup pour rien, le gouvernement actuel qu'on a, alors là, j'en passais des meilleurs. Et vous, moi, je trouve que vous êtes trop humble. Alors, les détracteurs qui disent que, vous avez un égo démesuré. Démesuré, un melon comme ça. Mais ils vous connaissent pas, en fait, ces gens-là. Ils m'ont jamais vu. Ils vous ont jamais parlé. Moi, vous m'avez réconcilié avec la politique. Et pas que moi encore. Je veux dire, mon mari, qui a dit... Qui était si méfiant, alors. Encore plus que moi. Il a dit, si un homme peut nous sortir de la merde, c'est lui. Point barre. Parce que il y a des choses aussi qu'on ne sait pas pourquoi, ou alors vous êtes aussi, voire plus psychopathe que Macron, soit vous êtes psychopathe, mais il faut être complètement psychopathe pour gâcher, enfin pour moi, peut-être pas gâcher sa vie, mais donner sa vie. D'ailleurs, merci à votre femme, à vos enfants, à votre famille, parce que ça a dû être très dur, ça doit l'être peut-être un peu moins maintenant, j'espère. Mais toute votre vie le donner à la France, vous auriez pu faire carrière avec des 100 000 euros, voilà, et pas vous soucier de rien, mais comment, des fois, vous faites pour tenir, quoi. Et ça, c'est la meilleure preuve. C'est ça qui m'a convaincue. Parce que pourquoi, si vous vouliez de l'argent, faire carrière, faire je sais pas quoi, nous mentir, il faut être psychopathe. Pourquoi 17 ans de résilience, de trucs, c'est bon, Frexit, toujours les mêmes mots, les mêmes trucs, pas un mot où on change. Et du jour au lendemain, vous arrivez au pouvoir. Oh non, une autre Europe, allez. Ben non, c'est pas possible. Vous savez bien que je ne trahirai pas. Voilà. Mais moi, je vous ai rencontré, je vous ai parlé. Donc les détracteurs, ils vous ont pas parlé. Donc arrêtez. La critique est facile, l'arrêt est difficile. Donc voilà. Donc vous m'avez convaincu, réconcilié avec la politique surtout. Et merci pour ces paroles extrêmement gentilles. Non mais elles viennent du cœur. Vraiment, c'est pas pour vous flatter. Je suis pas une Asselinetti, je suis pas voilà. Si vous aviez été, si demain vous me disiez une autre Europe, j'irais ça y est, je crois que voilà, on s'en va, on part. Mais c'est vrai, c'est la réalité du terrain. La constance. Et je veux que les gens le sachent et le comprennent parce que ceux qui sont là, c'est facile de croire, en fait. Les rumeurs, les trucs comme ça. Voilà. Et donc, moi, j'ai trouvé quand même un homme humble, mais qui a les capacités de dingue. Voilà. Et que si vraiment, je le pense vraiment, si on veut s'en sortir, vous allez réussir. Demain, vous êtes au pouvoir, vous allez réussir à ce que notre général de Gaulle arrête de se retourner dans sa tombe. Voilà, parce qu'en ce moment, il doit faire des pirouettes. Merci beaucoup, voilà. Séverine, pour ce témoignage. C'est évidemment très flatteur, j'en suis ravi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens auxquels, je crois, on apporte un espoir réel. Et ce qui est certain, voilà, les gens me connaissent ou ne me connaissent pas, mais ce qui est vrai, vous l'avez dit, c'est que c'est un peu l'œuvre de ma vie. En fait, je dirais plutôt c'est la cerise sur le gâteau, parce que en tous les cas, vos analyses, j'aurais pris le risque de me dire, bon, allez, on va le tenter, parce que vraiment, c'était vraiment constant et logique ce que vous dites, mais la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a l'homme qui va avec. Parce que c'est bien beau, le Frexit, c'est vrai, c'est notre outil. Il faut se libérer, il faut enlever la prison, les menottes, tout ce que vous voulez pour récupérer notre liberté. Mais si demain, à la tête de notre pays, on a Macron et compagnie, c'est mort. Je veux dire, c'est comme le Brexit avec... voilà, on voit l'état du truc. Donc c'est ça, c'est la cerise qui a fait... Merci pour ça. Moi, je vais dire du bien de vous aussi aux gens qui nous regardent. Donc... voilà, vous avez fait la connaissance de Séverine Rasson, qui est une femme que je connais maintenant depuis 2019, ça fait quand même 5 ans, qui a pris la délégation du Nord, qui est une femme vraiment, c'est une battante, et courageuse, opiniâtre, avec beaucoup de ténacité, qui d'une très grande fidélité, et d'un militantisme hors pair. C'est d'autant mieux que justement vous n'avez pas fait de politique toute votre vie. Et où là aussi, j'aurais pas cru. Voilà.
Et puis alors moi j'aime bien parce que quand on vient vous voir, quand on va dans le Nord, il y a toujours, c'est un peu impensif que je vais dire, mais il y a quand même toujours la gentillesse, la chaleur des gens du Nord, et qui n'est pas un vain mot. Et on a fait ensemble des dîners, on a bien rigolé parce que c'est vrai, il y a ça aussi qui a été très 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 sympathique. Voilà. Vous avez fait sa connaissance, vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres de nos candidats. Vous voyez en tout cas que j'ai essayé avec les personnes qui m'entourent de bâtir une liste pour les élections européennes qui soit la plus représentative du peuple français. Voilà, c'est-à-dire qu'il y ait voilà, il y a vous, il y a un général, officier général des troupes de marine, il y a, on a un descendant de Louis XIII et d'Anne d'Autriche et du troisième président de la République française, Patrice de Rambuteau. On a également un sénateur communiste. Vous êtes d'une origine beaucoup plus modeste, mais vous êtes très emblématique des millions de Français qui en ont bavé, qui en bavent et qui sont les petits artisans, les commerçants, les gens qui se lèvent tôt le matin. On va voir, vous allez voir, ça va être bien. C'est vraiment une liste qui est le peuple français qui se mobilise. Encore un mot ou c'est tout ? Alors moi, je dirais qu'en plus de vouloir vous battre pour les intérêts de la France, ce que vous n'avez pas oublié, c'est aussi de comprendre les Français, de vous battre pour les Français, pas que pour la France. Ça, c'est vrai, c'est important. C'est important. Vous êtes prête à être députée européenne ? Ben, moi, je suis prête. Je sais pas si eux vont être prêts. C'est ça surtout. Je sais pas, parce que donc, oui, ça va déménager. Donc, si on a 5%, ça va déménager. Ah oui, ça va déménager. Déjà, on sera tous les deux. Bon, on va déménager au Parlement. Ça sera pas comme ceux qui dorment et qui viennent uniquement prendre leur... Et nous, on va bosser. Voilà. Faites-nous confiance. Merci Séverine. Merci à vous. Et puis vive la France, vive l'UPR et à bas l'Union européenne. Merci. À bas l'Union européenne surtout.